Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui des outils mathématiques et notamment des opérateurs vectoriels qui sont très importants dans beaucoup de domaines en physique, à savoir l'électromagnétisme, la mécanique, etc. Alors, je vais commencer par les systèmes de coordonnées. Il s'agit de représenter un point dans l'espace. Quand on veut représenter un point dans l'espace, on peut faire appel à beaucoup de systèmes de coordonnées. Ça dépend de la symétrie du problème. On trouve souvent ça dans la physique. Il y a des gens qui se contentent d'utiliser les coordonnées cartésiennes, c'est les plus simples. Vous avez les coordonnées cylindriques qui sont connues, les coordonnées sphériques quand il s'agit d'une symétrie sphérique. Mais il y a des systèmes de coordonnées beaucoup plus complexes, tels que les coordonnées hyperboliques, les coordonnées elliptiques, par exemple, les hypergéométriques. Donc il y a énormément de systèmes de coordonnées. Pour ceux qu'on utilise, par exemple, dans la physique atomique et moléculaire, sont beaucoup plus complexes. Mais à ce niveau, on va se contenter des coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Donc, dans le cas des coordonnées cartésiennes, on va choisir un système ou un repère orthonormé OX, Y, Z, et on prendra comme vecteur unitaire qui forme une base orthonormée les vecteurs unitaires EX, EY et EZ. Alors, R va s'écrire comme OM, d'accord? OM, et nous avons EM qui s'écrit dans la base EX, EY, EZ comme XEX plus YEY plus ZEZ. À ce moment-là, si je prends la norme au carré, c'est tout simplement x au carré plus y carré plus z carré parce que e carré est égal à 1, c'est juste un vecteur unitaire. Si maintenant m se déplace, donc on a un point m' par exemple, et on va de m à m', mais c'est un déplacement infinitésimal. Alors si je dérive r, je vais trouver dx, x plus dy, ey plus dz, ez. Et je peux calculer la norme de ce vecteur déplacement élémentaire, c'est la somme des x carrés, des y carrés, des z carrés. En coordonnées cylindriques, les vecteurs unitaires ne sont plus ex, ey, ez, mais plutôt er, eθ et ez. On a une symétrie cylindrique, nous avons le point M. On va le repérer avec cette distance qu'on appelle souvent le rayon R, d'accord? Et à ce moment-là, on va avoir une composante ici, qui va être la projection sur ce plan ici, et une composante Z. Donc les coordonnées, je vais avoir RER, ER étant dans ce sens-là, il est désigné, voilà, on le voit ici, ER, et vous avez ZEZ. Donc ZEZ, EZ c'est la verticale. ER il est là, EZ ici. On forme un trièdre direct avec ER, Eθ et EZ. Donc OM au carré, la même chose. Je vais avoir R carré plus Z carré parce que ce sont des vecteurs unitaires. On peut maintenant passer des coordonnées cylindriques aux coordonnées cartésiennes. Et pour cela, il suffit de remarquer que X, parce que quand je vais faire la projection de R ici sur l'axe des X, je vais avoir R cosinus θ. Idem pour Y, je vais avoir R sinus de θ. Et Z, c'est la coordonnée Z. Donc quand je veux dériver des OM, il va falloir dériver ce terme-là plus ce terme-là. Le premier, c'est dr ER plus R dθ Eθ. Pourquoi? Parce que quand je vais dériver dER par rapport à θ, ER dépend de θ. Je veux le dériver uniquement par rapport à θ. Eh bien, je vais avoir dER sur dER, c'est dER sur dθ fois dθ. Celui-là, on va le regarder tout de suite, et ça, c'est le dθ qui intervient ici. Donc, je vais avoir R dθ, c'est clair. Mais à quoi est égal dER sur dθ?
Eh bien, quand on a un vecteur unitaire ou quand on a un vecteur dont la norme est une constante, qui ne fait que tourner, qui peut se déplacer selon une orientation angulaire donnée, eh bien, la dérivée de ce vecteur de norme constante par rapport à un angle alpha revient à le faire tourner dans le sens positif d'un angle alpha plus pi sur 2. Ben, nous avons EER ici. Si je le dérive par rapport à θ, ben, il faut lui donner juste une rotation dans le sens positif. θ est orienté dans ce sens. Et ben, je retombe directement sur Eθ. Donc DER, c'est tout simplement DER sur dθ, on a dit que c'est égal à Eθ, et le dθ, il reste ici, donc ce terme-là, sa dérivée, va donner DER, DRER, plus R dθ, Eθ. L'autre terme, EZ, c'est une constante, donc il ne change pas, c'est un vecteur qui garde la même direction, le même sens et la même norme, donc c'est dz qui va intervenir ici. Ben, si je calcule la norme au carré de ce vecteur ici, ben, je vais avoir tout simplement celui-là au carré, plus celui-là au carré, plus celui-là au carré, c'est ce qui est écrit ici. Bien, donc maintenant on passe aux coordonnées cylindriques, mais dans ce cas on a trois vecteurs unitaires, ER, Eθ et Eφ. Ben, par exemple, sur Terre, quand on veut se repérer d'une manière très précise, la longitude, la latitude, c'est ce que fait le GPS. Donc on a trois vecteurs unitaires. On définit M par la longueur OM. Donc j'ai ROM. Voilà. M il est là, et ça c'est R. Et les deux angles, phi et θ. Ben, phi c'est l'angle ici, sur ce plan-là, et θ il est défini entre l'axe Z et le vecteur OM. À ce moment-là, on écrit OM est égal à RER, et OM carré égale à R carré, parce que c'est encore une fois un vecteur unitaire. Donc on peut également convertir les coordonnées sphériques en coordonnées cartésiennes. On a x égale à R sinus θ cosinus phi, ben c'est très facile. Il suffit de projeter ici, et je vais avoir cette partie-là, c'est cosinus θ, ça c'est sinus θ, donc c'est R sinus de θ. Et bien sûr, ici, si je fais la projection sur l'axe des x, je vais avoir cosinus phi. De l'autre côté, sur l'axe des y, cette projection va me donner R sinus θ sinus de phi. Et le z, c'est R cosinus de θ. Si je dérive, eh bien, de la même manière que j'ai dit tout à l'heure, il suffit à ce moment-là de calculer dr, d'accord, R, et il faut dériver celui-là, d'accord, mais là, il dépend de θ et de phi. Donc, il va falloir dériver par rapport à θ et puis par rapport à phi. La dérivée de tout à l'heure par rapport à θ, on l'a vu, c'est R dθ Eθ. Maintenant, ici, de la même manière, quand je vais dériver ER par rapport à phi, ben, je le fais tourner d'un angle phi plus pi sur 2 dans le sens positif. Et ça, c'est la projection tout simplement qui donne ce sinus θ. De la même manière, je peux calculer la norme. Ben, je vais avoir dr carré, R dθ tout au carré, et puis ce terme R sinus θ des phi qui sort au carré aussi. Maintenant, on va passer à un outil très important qu'on va retrouver partout en physique, le produit scalaire et vectorien. Si on a un vecteur V1 qui s'écrit dans la base EX, EY, EZ avec X1, Y1, Z1, idem pour V2, mais avec X2, Y2 et Z2, le produit scalaire par définition, je l'ai appelé S pour rappeler que c'est un scalaire, c'est V1 point V2, si on dit V1 scalaire V2, ben c'est tout simplement le produit des coordonnées communes x1, x2 plus y1, y2 plus z1, z2. Et ça, c'est égal par définition à la norme du vecteur V1 fois la norme de V2 fois cosinus de l'angle entre les deux. Alpha, c'est l'angle entre le vecteur V1 et V2. Ben, on peut se rendre compte que le produit scalaire est commutatif, c'est égal à V2 scalaire V1 et le résultat est le même. On pourra, par exemple, si je connais le produit scalaire et je connais les normes des deux vecteurs, je peux calculer l'angle que font les deux
vecteur. Si V2 est perpendiculaire par exemple à V1, ben à ce moment-là, je vais avoir un angle pi sur 2, cosinus de alpha va être égal à 0. Un exemple typique, par exemple, du produit scalaire, ben, le travail, un élément de travail d'une force sur un trajet, sur un élément de trajet, dr, ben, dw c'est égal au produit scalaire de la force fois dr. Un autre, la puissance, par exemple, c'est le produit scalaire de la force et de la vitesse. Pour le produit vectoriel, P comme produit, c'est tout simplement V1 vectoriel V2 avec ce symbole pour dire qu'il s'agit d'un produit vectoriel. Alors là, il y a la méthode des déterminants, mais je voudrais vous montrer ce qu'on appelle la permutation cyclique. Ici, c'est un vecteur donc, dans la même base EX, EY, EZ. J'écris d'abord les parenthèses EX, parenthèse EY, la même chose avec EZ. Et comme ici, je suis sur la composante sur l'axe des X, parce que j'ai EX, eh bien, la première composante X n'apparaît pas ici, je passe directement à Y, mais quel Y du premier vecteur, en l'occurrence Y1. Après Y, il y a Z, ben je mettrai Y1, Z2. Très bien. Moi, eh ben, je fais la même chose qu'ici, mais je permute les indices. Ici, je vais avoir 2 et 1. Idem, ici sur la composante sur l'axe des Y, ben, ça ne contient pas de terme en Y. Et qu'est-ce qui vient après Y? Ben, c'est Z. Mais Z de quoi? Du premier vecteur, donc Z1. Ben, après Z, il y a X, donc c'est X2. Encore une fois, moins. Je reprends la même chose et je permute. J'avais 1, 2, ici j'ai 2, 1. Pour la partie Z, ben, c'est la même chose. Qu'est-ce qui vient après Z? Ben, c'est X, mais X de qui? Du premier vecteur, donc X1. Après X et Y, ben, c'est Y2, moins, ben, je permets encore une fois les indices. Cette technique ou cette mémotechnique pour retrouver les composantes est beaucoup plus facile et on se trompe beaucoup moins quand on travaille avec les déterminants, surtout quand on a un examen. La norme du produit vectoriel, ben, c'est tout simplement la norme du premier, la norme du deuxième, fois la norme des sinus alpha, parce que j'ai pris la norme. Et par conséquent, on se rend compte que c'est les vecteurs ici, le produit vectoriel est perpendiculaire au premier, et en même temps, il est perpendiculaire au deuxième. Donc en fait, le produit vectoriel, le vecteur P, est perpendiculaire au plan qui contient V1 et V2. Il y a quelques relations vectorielles très intéressantes, on en aura besoin notamment en électromagnétisme. Vous avez le produit mix où j'ai A, produit scalaire B vectoriel C, c'est égal au produit scalaire de C avec A vectoriel B moins B produit scalaire A vectoriel C. Comme mémotechnique, on va dire CAB moins BAC. Ça, c'est facile à retenir. Et le premier, juste après le premier, on met un point, c'est-à-dire c'est un produit scalaire. Donc CAB moins BAC. Le double produit vectoriel, c'est quand vous avez A vectoriel B vectoriel C. Et ça, c'est égal à B fois, parce que ça, c'est un scalaire, donc c'est comme un scalaire multiplié par B, A produit scalaire C, moins C, A scalaire B, c'est un peu l'inverse d'ici, c'est BAC moins K. Maintenant, pour quelque chose qui est très utile en physique, notamment en électricité, en électromagnétisme, la circulation d'un champ de vecteurs. Nous avons par exemple un point M, d'accord, qui va se déplacer vers un point M', pardon, et M' est petit, il est infinitésimal, j'appelle M' dm. Et j'ai un champ de vecteurs, c'est-à-dire il y a beaucoup de vecteurs qui fait un certain angle avec ce déplacement. Eh bien, on appelle un élément de circulation tout simplement le produit scalaire de ce champ de vecteurs, de ce vecteur, avec l'élément de déplacement dm. En coordonnées cartésiennes, maintenant, chaque fois qu'on va voir ces opérateurs et ces notions dans les différents systèmes de coordonnées que nous avons retenus pour cette année. Donc pour les coordonnées cartésiennes, j'ai V qui s'écrit comme sa composante dx, ex,
idem pour y et pour z. Et dm, bah, tout simplement, j'ai ex, ey, ez, c'est des vecteurs constants. Donc, c'est la dérivée tout simplement de m. J'ai dx fois ex plus dy fois ey plus dz fois ez. D'où l'élément de circulation, c'est vx. dx, d'accord, bah, je fais le produit scalaire, plus vy dy plus vz dz. Coordonnées cylindriques. Ben, c'est la même chose, je crée V, d'accord, mais dans les coordonnées cylindriques, j'appelle ça la composante radiale, VR, plus Vθ sur Eθ et Vz sur Ez, parce que c'est les coordonnées cylindriques. Et bien, quand je vais calculer les dérivés, je vais avoir dm, c'est dr, ER, plus R, dθ, Eθ, on l'a vu tout à l'heure, plus dz, Ez. Et quand on fait le produit scalaire de dm avec v, et ben voilà ce qu'on va obtenir. C'est VR, la partie radiale dr, plus Vθ r dθ, plus Vz dz. Donc si je veux calculer la circulation, un élément de circulation dans les coordonnées cylindriques, voilà comment ça s'écrit, avec la partie radiale, la partie sur θ et la partie sur z. En coordonnées sphériques, c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est le même raisonnement que tout à l'heure. J'ai VR, ER plus Vθ, Eθ plus Vφ, Eφ, donc chaque composante suivant la base ER, Eθ, Eφ. Et dm, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est dr, ER plus R dθ, Eθ plus R sinus θ et dφ, Eφ. Eh bien, quand je fais le produit scalaire de dm avec v, voilà ce que j'obtiens. VR, dr plus V θ, R dθ, ça ressemble très fort à ici, il n'y a pas, c'est la partie polaire, je dirais, plus la partie azimutale qui est ici, qui remplace le z, Vφ, d'accord, R sinus θ, dφ. Alors, une notion très importante en électricité et en mécanique des fluides, par exemple, c'est le flux d'un champ de vecteurs. Champ de vecteurs, ça peut être un champ électrique, un champ magnétique, un champ de vecteur vitesse, etc., ou d'accélération en pesanteur, par exemple. Si on a un champ de vecteur V et une surface élémentaire orientée ds, le flux élémentaire dφ donné par, dφ par définition, c'est le produit scalaire de ce champ de vecteur, produit scalaire, un élément de surface orienté. Donc si j'ai une petite surface ici, un petit élément de surface, je l'oriente avec un vecteur normal à cette surface, et je fais le produit scalaire de V avec ds vectoriel, et ds, le vecteur ds n'est autre que ds multiplié par le vecteur unitaire n qui est la normale à cet élément de surface. Donc n est le vecteur unitaire normal à la surface ds qu'il convient de bien orienter. On verra pour l'orientation. Si la surface est fermée, n est orienté de l'intérieur vers l'extérieur. Donc quand j'ai une surface, une sphère par exemple, par convention, la surface est orientée de l'intérieur vers l'extérieur. D'accord? Dans le cas d'un champ en symétrie sphérique, si on a une symétrie sphérique, par exemple ici, sur une même sphère, je dois avoir la même valeur, par exemple, d'un champ électrique, le flux des champs de vecteur V est égal à VR, ER. Ben, c'est le cas, par exemple, des champs électriques qu'on a vu déjà pour les sphères. E est égal à E de R, donc multiplié par le vecteur unitaire ER. À travers une sphère de centre O et de rayon O, on a tout simplement l'intégrale de dφ, c'est égal au produit scalaire de V dsn. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé ds, l'élément de vecteur ds, par ds fois sa normale, d'accord? Et j'intègre sur toute la surface fermée. Eh bien, je remplace ici V par VR, ER, et l'autre, parce que n, en fait, n'est autre que ER. Parce que n est ici, ben c'est la même direction et le sens que le vecteur unitaire ER. Donc, j'ai remplacé n par ER. À ce moment-là, je vais avoir tout simplement VR qui sort de l'intégrale, parce que par définition, on indique
que pour R fixé, on a la même chose. On verra ça pour le champ électrique. L'intégrale double de ds, mais c'est égal tout simplement à VR fois la surface totale. La surface totale, c'est 4pi r carré, tout simplement, fois VR. Car VR est constant quand on se déplace sur la sphère, comme on l'a compris. Pour l'angle solide, je donne une définition assez simple ici. Quand j'ai par exemple une surface, d'accord, et je veux un élément de surface petit, et je veux regarder cette surface à partir d'un point O, eh bien l'angle sous lequel je regarde cet élément de surface, on l'appelle l'angle solide. Attention, ici c'est un cône, donc c'est en 3D. Donc par définition, l'élément ou l'angle solide infinitésimal, c'est ds, donc encore une fois c'est la surface orientée, produit scalaire ER, mais ER il est ici, d'accord, parce que je regarde de haut vers ce point-là, je dis ER, c'est le vecteur unitaire radial, divisé par R carré, c'est-à-dire la distance au carré. Eh bien c'est égal à ds fois cosinus de alpha. Alpha c'est, ben, si j'ai par exemple un cône qui est droit, ben, je vais avoir alpha égale à 0, cosinus sera égal à 1 sur R carré. Dans le cas où ds est pris sur la sphère de centre O et de rayon R, on a tout simplement dsn, produit scalaire ER sur R carré, égale ds sur R carré. Pourquoi? Parce que si c'est une sphère, ben j'ai ER est égal à n. D'accord? À ce moment-là, il n'y a que ds qui reste sur R carré. Et si je prends la sphère entière, l'angle solide total, ben c'est tout simplement l'intégrale de celui-là, c'est-à-dire de celui-là. Je peux sortir un 1 sur R carré parce que je travaille avec une sphère de rayon constant. L'intégrale de ds sur toute la sphère, c'est-à-dire sur toute la surface fermée, c'est égal à 4pi r carré, parce que c'est égal à s, mais c'est 4pi r carré, divisé par le r carré, c'est égal à 4pi, l'unité de l'angle solide, c'est des radians. Et si j'ai donné un cône de demi-angle au sommet alpha 0, ben, j'ai calculé tout simplement ds, cet élément de surface, ben, c'est 2r, d'accord, c'est-à-dire je dois utiliser ce périmètre fois l'épaisseur ici, ben, le périmètre c'est 2pi r, mais ce n'est pas le rayon total, c'est r sinus de alpha, fois r de alpha, ben, tout simplement c'est ce petit arc ici. Ben, je regroupe les termes, ben, quand je fais l'intégrale, ben, je trouve l'angle solide, c'est 2pi 1 moins cosinus alpha 0. Ben, si alpha 0 est égal à 1 par exemple, c'est cosinus alpha 0 est égal à 1, ben, je vais avoir un angle solide qui est égal à 0 parce que je vais avoir tout simplement l'angle ici qui tend vers 0. Je vais regarder juste un point. Alors, des opérateurs vectoriels dont on a strictement besoin en électricité ou en électromagnétisme, on définit l'opérateur gradient qu'on appelle vecteur Nabla, voilà, polaire Nabla, et l'associe à une fonction scalaire, donc on calcule le gradient d'un champ scalaire, une fonction scalaire, qui dépend par exemple de x, y, z, un vecteur de composantes. Alors, quelles sont ces composantes? On va les voir tout de suite. Nous avons df égale à df sur dx. Je calcule la différence sur df s'il dépend de x, y et z. Ben, c'est tout simplement la dérivée partielle de f par rapport à x fois la dérivée droite totale de x, idem pour y, idem pour z. Et on définit, d'accord, le df comme étant le gradient de f produit scalaire df. Je le fais ici. La différentielle de f, c'est le gradient de f fois dm. Pourquoi? Parce que le df, comme on l'a dit, c'est ici. Et le gradient associe df sur dx, df sur dy, df sur dz. Donc voilà, encore dans les cartésiennes, on donne un exemple clair. J'ai f qui est une fonction de x, y, z, qui est une fonction scalaire.
Le gradient de f, c'est df sur dx, selon ex, df sur dy, ey, df sur dz. Donc il donne la variation de f dans différentes directions. Alors le gradient, c'est un vecteur, c'est un opérateur qui est appliqué à une fonction scalaire, va nous donner, va nous mesurer les variations spatiales selon x, y et z. D'accord? Alors, en coordonnées cylindriques, on fait la même chose. J'ai gradient de f, c'est gradient de f suivant radial, selon r fois er. La même chose sur θ fois eθ, la même chose sur z fois ez. Mais on sait que dm, on l'a vu tout à l'heure, est s'écrit comme dr er, plus r dθ eθ, parce qu'on avait dérivé er par rapport à θ, plus dz ez. Eh bien, comme df est égal à gradient de f dm, c'est ce qu'on a dit ici, eh bien, je peux dire que c'est égal, tout simplement, si je fais le produit scalaire de celui-là avec celui-là, je vais avoir gradient de f selon la direction r fois dr, plus celui-là selon θ multiplié par r dθ, c'est ce qui est fait ici, et le dernier, delta f selon z, va être multiplié par dz, c'est ce que nous avons ici. Mais on sait que df, c'est égal à df sur dr, plus f df sur dθ, plus df sur dz. Mais à ce moment-là, le gradient de f, c'est tout simplement df sur r. Donc je fais des analogies. J'ai dr, et j'ai dθ, et j'ai dz. Donc les autres vont s'apparenter, et je trouve que le gradient c'est df sur dr, plus df sur r dθ eθ, plus df, la dérivée partielle de f par rapport à z, ez. En coordonnées sphériques, de la même manière, comme on a vu tout à l'heure, le gradient de f, c'est la dérivée partielle par rapport à r fois er. La partie eθ, c'est df sur r dθ. Et nous avons la dernière, selon la direction e phi, c'est df, la dérivée partielle de f par rapport à phi, divisé par r sinus θ. Ici, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les surfaces de niveau ou les équipotentiels pour l'électricité. Ils sont définis tels que la fonction scalaire est une constante. Par exemple, on a une sphère qui a conductrice, donc elle est au même potentiel. Toute la surface de la sphère est une équipotentielle. Bien, les surfaces du niveau sont définies par direction du gradient. Si on a une surface de niveau, c'est-à-dire la fonction est une constante, pour un point M se déplaçant sur surface, qu'est-ce qu'on va avoir? df, qui est par définition égal au gradient de f produit scalaire dm, quand on a vu dans la définition, mais c'est égal à 0 parce que la fonction reste constante. On se déplace sur la surface. Or, on a dit que c'est une surface de niveau. Donc, df est égal à 0. Mais si ce produit scalaire est égal à 0, ça veut dire que le gradient de f est perpendiculaire à la surface de niveau. dm, c'est sur la surface. D'accord? J'ai une surface ici. Je me déplace ici. C'est une constante. C'est une courbe de niveau. Donc, par définition, df est égal à 0. Ben, ça montre que le gradient d'une fonction est perpendiculaire à la surface du niveau. Comme on verra que le champ électrique est perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. On l'a déjà dit quand on a parlé du théorème de Gauss. Donc, en plus, le gradient de f est orienté dans le sens des valeurs croissantes de quoi? Tout simplement des lambda, des courbes de niveau. Pourquoi? Parce que quand on a une montagne qui est dessinée avec les courbes de niveau, plus je monte, plus ça veut dire que la hauteur est plus grande, donc c'est une constante supérieure à la précédente.
Et par conséquent, pour une montagne, le vecteur gradient de la hauteur sera tout simplement dirigé vers le sommet de la colline ou de la montagne. Alors maintenant, je voudrais discuter de la circulation d'un champ de vecteurs. Pour commencer, la divergence. L'opérateur divergence, on le note vecteur nabla ou opérateur nabla produit scalaire, il associe à un champ de vecteur V le produit scalaire de nabla par ce vecteur, c'est-à-dire divergence de V par définition, c'est égal au produit scalaire de nabla avec le vecteur lui-même. Encore dans les cartésiennes, nous avons divergence de V, c'est d sur dx, parce que gradient est la d sur dx, d sur dy, d sur dz. Et V, il va avoir Vx, Vy, Vz, donc on fait le produit scalaire, comme vous le voyez ici. En coordonnées cylindriques, comme les calculs qu'on a vus auparavant, divergence de V, c'est 1 sur R, la dérivée par rapport à dr de ce terme-là, sinus θ, la partie radiale, plus la dérivée de la partie θ sur dθ, plus dvz sur dz. Idem pour les coordonnées sphériques. Nous avons ici 1 sur r carré, d'accord? Le premier terme, ici on d sur dr, ici on d sur dθ, ici on d sur dφ. Alors on a un théorème qui est extraordinaire, qu'on appelle le théorème de Green-Ostrogradsky, ou bien le théorème de la divergence. Alors, la divergence et le flux d'un champ de vecteurs, ils sont en fait liés. La différentielle de flux de champ de vecteur V à travers une surface fermée S est reliée à la divergence de V par G défi, par définition, c'est divergence de V fois d taux, où d taux représente un volume élémentaire, d'accord? Et on va dire que la divergence d'un champ vectoriel représente le flux de ce vecteur sortant d'une unité de volume. Ça, c'est une équation qui est très importante. En fait, ça relie le flux, d'accord, d'un vecteur, on a déjà donné la définition, et à la divergence de ce vecteur. Donc, le flux et la divergence sont liés, et ici, le défi, c'est la divergence, le flux, l'élément de flux du champ de vecteur V, c'est la divergence du champ de vecteur V, d'accord, fois le volume infinitésimal. Du coup, ici, on déduit que phi total, si je veux phi total, c'est l'intégrale de V ds, d'accord? Parce que c'est ça la notion de flux, c'est V fois ds, et ça, c'est égal à l'intégrale triple, j'intègre sur le volume de divergence de V de taux, parce que on a dit que dφ c'est égal à divergence V des taux, parce que je représentais ici, et ça aussi, c'est la définition d'un flux de vecteurs. Bien, et par conséquent, on relie ici une intégrale de surface fermée à une intégrale de divergence de ce champ de vecteurs sur le volume enfermé, enveloppé par cette surface. Pour cela que je dis que taux, c'est le volume englobé par la surface fermée S. Cette relation de Green-Ostrogradsky, il est très intéressante pour les calculs en électromagnétisme, justement pour établir la première équation, la magnifique équation de Maxwell et qui provient directement du théorème de Gauss. Alors pour le rotationnel, on a l'opérateur rot, ou encore nabla, l'opérateur nabla avec ce petit V inversé veut dire produit vectoriel. Il associe un champ vectoriel V. Donc pour chaque champ vectoriel V, il va lui associer le produit vectoriel nabla par ce vecteur. Donc rotationnel de V, pardon, c'est par définition le produit vectoriel de nabla et de V. Encore dans les cartésiennes, nous avons, comme on a vu tout à l'heure, les propriétés du produit vectoriel. J'ai rotationnel de V, c'est tout simplement dvz sur dy, parce que la partie x, je commence par y, du vecteur nabla, d sur dy,
Et après y, bah, c'est z du deuxième vecteur, d'accord? Ici, ex, plus, bah, on fait la même chose pour la partie y. Je commence par z et puis vx pour le deuxième vecteur. Moins, je permute, bien sûr, la même chose pour la partie z. En coordonnées cylindriques, de la même manière, on obtient le rotationnel de V, hein, il manque un V ici, bah, c'est la même chose, bah, le petit calcul des dérivés de vecteurs unitaires, on l'a montré ici. Et pour les coordonnées sphériques, c'est un peu plus compliqué, mais c'est quelque chose qu'on utilise énormément en physique atomique, par exemple. Alors, pour la circulation et le rotationnel, il y a un lien. Nous avons vu que la circulation, ou un élément de circulation, une circulation élémentaire, d'un champ de vecteurs, bah, c'est V produit scalaire dm. Dm, c'est un petit déplacement. C'est égal à rotationnel de V ds. En fait, ça, c'est quelque chose qui provient tout simplement du théorème de Stokes. C'est une écriture compacte du théorème de Stokes. ds représente un élément de surface quelconque qui s'appuie sur un contour. Donc j'ai un ds, une surface ici, j'ai un contour, la surface s'appuie sur ce contour, je prends un élément de surface que j'oriente de l'intérieur vers l'extérieur, c'est avec le vecteur n ici, et j'oriente mon parcours dans ce sens-là. Ben, un élément de la circulation de V sur un petit déplacement dm, ben, c'est le rotationnel de V produit scalaire ds. Cette relation permet de définir la coordonnée du rotationnel dans une direction quelconque du vecteur unitaire n. Ben, si je remplis maintenant la circulation totale, c'est l'intégrale des éléments de circulation. Ben, c'est l'intégrale sur un contour fermé de V dm par définition, que je peux remplacer par celui-là. Donc je passe d'une circulation d'un produit scalaire sur une longueur au rotationnel sur une surface, et ça c'est très intéressant. On le verra par exemple quand on fera le magnétisme. Cette relation de Stokes facilite beaucoup, d'accord, quand on calcule la circulation d'un champ de vecteurs le long d'un contour fermé. Le Laplacien, maintenant, on le note un triangle, comme ça, c'est un ablin un peu inversé, d'accord? Mais c'est un opérateur scalaire, et le Laplacien, par définition, c'est la dérivée partielle seconde par rapport à x, la même chose par rapport à y, la même chose par rapport à z. Il peut s'appliquer soit à une fonction scalaire, donc je fais le Laplacien de f, c'est d2 sur dx2 de f, la même chose ici pour y et z. Je peux l'appliquer à un vecteur, mais il a une autre définition, c'est d2 sur v de dx2, donc il n'y a rien qui change, mais je peux l'écrire comme ex, d'accord, la partie ex, fois le Laplacien de la composante de v sur l'axe des x, la même chose uy, la composante de v sur l'axe des y, la même chose pour z. Donc, cette équation-là est très intéressante. Pourquoi? Par exemple, quand on va écrire des équations de Maxwell, on va faire appel à ce genre d'écriture compacte et qui va faciliter un peu la lecture. Alors ici, il y a quelques relations très importantes. Si je considère f et p comme des fonctions scalaires, ben, des fonctions continues, parce qu'on va calculer des dérivées quand même. Le gradient de f fois p du produit, c'est f gradient de p plus p gradient de f. Ça, c'est évident. La divergence d'une fonction fois un vecteur a, d'accord, c'est égal à gradient de f produit scalaire vecteur a plus f divergence de a. La divergence d'un produit vectoriel AB est égal à B rotationnel de A, donc produit scalaire, moins A, produit scalaire rotationnel de B, donc ça s'inverse. Rotationnel des fonctions scalaires fois un champ de vecteurs, bah c'est le gradient de F vectoriel A plus F rotationnel de A. Et ça c'est très intéressant.
La divergence d'un gradient, bah, c'est le produit scalaire de Nabla avec lui-même, bah, ça donne le Laplacien. La divergence d'un rotationnel est égale à 0 parce que c'est le produit scalaire avec un élément qui est perpendiculaire, donc ça donne 0. Rotationnel parce que ici j'ai Nabla, produit scalaire, d'accord? Produit scalaire, Nabla vectoriel, le vecteur A. Et comme ce vecteur-là, Nabla vectoriel A, est perpendiculaire à Nabla, bah, le produit scalaire qui provient de là bah, donnera 0. Et rotationnel de gradient de f est égal à 0, ça c'est évident. Et on a rotationnel de A, d'accord, dans l'autre vecteur. Ça c'est très utile pour établir les équations des ondes électromagnétiques. Et rotationnel de rotationnel, c'est le gradient de divergence de A moins le Laplacien de A. Et je vous remercie.